Et cet accord de Washington est évidemment l'aboutissement de longues années de diplomatie et, hélas, de guerre. Beaucoup de gens ont travaillé en sous-main, en discret également. Mais peu d'États arabes ont été impliqués aussi directement que le Maroc, qui, avant même que l'Égypte de Sadat reconnaisse Israël, discutait déjà secrètement avec les dirigeants de Jérusalem, tout en gardant son influence dans l'ensemble de la Ligue arabe. Un des Marocains qui est avec nous ce soir, il s'agit du ministre du Tourisme, M. Serge Berdugo. Bonsoir, M. Berdugo. Bonsoir. Vous avez, comme beaucoup de Marocains, participé discrètement à ces discussions entre Israéliens et autres personnalités pour mener à cet accord-là. D'abord, votre réaction au sujet du reportage qu'on a vu ce soir. Le reportage, il nous a montré le lot d'images que nous avons vues déjà depuis maintenant près de 6 ans, quand l'intifada était encore le lot quotidien de Gaza. Mais on a pu voir quand même un certain nombre d'images qui sont porteuses d'espoir. Je crois qu'un des protagonistes que vous avez interviewé a parlé de rêve. Je crois que le rêve palestinien, et c'est peut-être effacé, mais le rêve israélien du grand Israël, c'est aussi effacé. Et je crois qu'aujourd'hui, on ne parle plus de rêve, on parle de réalité. Les réalités, c'est qu'il y a un début de paix, une paix fragile, une paix de porcelaine, mais une paix qu'il va falloir ardemment, avec un maximum de violence, défendre. Parce que cette paix, nous la voulons tous, aussi bien les Arabes que les Juifs, aussi bien les musulmans que les Juifs, aussi bien les Israéliens que les Palestiniens. Il est bien sûr, il y a des gens, comme ça a été dit, qui ne sont plus les héros qu'ils auraient voulu être. Ils sont des gens, mais c'est beaucoup plus difficile de vivre en héros le quotidien. Mais lorsque l'on voit Gaza aujourd'hui, bon, on a montré un côté, c'est pas le seul, mais c'est quand même une réalité très importante, la désillusion actuelle, etc. Est-ce que c'est ce à quoi vous aviez pensé lorsque des gens comme vous et d'autres aussi travailliez à arriver à cet accord? Nous n'avons jamais pensé que la paix serait facile. Nous avons pensé qu'il fallait simplement faire en sorte que l'engrenage fatal n'existe plus. Nous avons pensé qu'il fallait simplement que des Palestiniens et des Israéliens se mettent autour d'une table pour parler. Nous avons pensé qu'il fallait absolument que le cercle infernal qui pouvait faire exploser toute la région cesse. Et nous savons que le véritable enjeu, le véritable défi est un sujet économique. Nous savons, et tout le monde sait, que Gaza et Jéricho doivent être sortis dans un délai extrêmement rapide du sous-développement. Justement, souvent dans des phénomènes je voudrais seulement ajouter quelque chose de très important. Et il ne faut pas croire que Sa Majesté le roi Hassan II, qui, comme vous l'avez dit, depuis un peu de 30 ans, a poursuivi toutes les voies qui pouvaient, et toutes les prospections qui pouvaient mener à la paix, tout en respectant strictement tous ces engagements arabes, se soit arrêté maintenant, alors que la partie est la plus difficile. Il faut que vous sachiez qu'en novembre se tiendra à Rabat, en tout cas au Maroc, une très grande conférence économique qui sera présidée par les États-Unis, par la Russie, par le roi du Maroc, pour l'étude du devenir économique du Moyen-Orient, et elle regroupera près de 3000, je dis bien 3000 très grands chefs d'entreprise. Une chose qui m'inquiète, comme là, ici, est-ce qu'on n'est pas en train de perdre ce qu'on appelle le momentum de paix? Ça arrive sur la scène internationale. C'est arrivé au Libéria, c'est arrivé en Angola. Là, si on laisse Gaza et éventuellement Jéricho dans le désarroi économique, est-ce qu'on ne va pas perdre ça? Non, tout le monde est parfaitement conscient de l'enjeu. On craint ça. Tout le monde a peur. Et heureusement qu'on en a peur. Ça va nous permettre d'être efficaces. Tout le monde a très peur de perdre ce moment. On sait très bien que si on ne le fait pas maintenant, ça ne se fera pas. Il faut que cette population ait un standard de vie qui soit comparable à Israël. Mais ça veut dire que les États arabes investissent dans Gaza, de la même manière que certains États ont supporté l'OLP militairement, qui a coûté une fortune. Ça veut dire que tous les États, arabes ou non arabes, ça veut dire que les Juifs et les Israéliens doivent aider les Palestiniens à faire leur État. Mais entre vous, là, dans les pays arabes que vous connaissez bien, puisque vous êtes ministre d'un gouvernement du Maroc, vous êtes ministre du Tourisme du Maroc,
Je crois que les gens ne vont pas comprendre si vous ne dites pas que je suis juif. Et en plus, vous êtes juif, et c'est ce qui est exceptionnel. C'est pour ça, d'ailleurs, c'est ce qui fait que le Maroc est un pays exceptionnel. D'une part, il a entretenu des relations importantes avec Israël tout le temps. Et mais dans les autres pays arabes, est-ce qu'on dit que c'est un accord important, quelque chose sur lequel on peut construire, quelque chose qui va aller loin, cet accord conclu à Washington l'année passée? Moi, je pense que tout le monde sait, pense et est certain que rien ne sera plus comme avant. Et c'est déjà énorme. Je pense qu'aujourd'hui, on va avoir des hauts et des bas, on va avoir des difficultés, mais on construit la paix aujourd'hui. Avant, on faisait la guerre. C'est une différence qui est énorme. Et quelle sera l'influence sur les systèmes politiques dans les pays arabes, l'avènement de l'autonomie en Palestine? Parce que les Palestiniens, ils côtoient aussi les Israéliens. Les Israéliens, c'est un régime politique qui ressemble beaucoup à celui du Canada, l'Angleterre, de la France, donc système parlementaire, élections, démocratie, institutions, etc. Dans les autres pays arabes, ce n'est pas rendu à ce stade. Quelle influence est-ce que ça va avoir, vous pensez, l'arrivée, c'est-à-dire un peuple frère, les Palestiniens, qui va aboutir inévitablement à un genre de système politique comme en Israël, qui est beaucoup plus avancé sur le plan démocratique que beaucoup d'autres pays arabes, sans les nommer, là? Moi, je pense que tous les systèmes évoluent et vont obligatoirement vers la démocratie et vers le respect d'un certain nombre de valeurs universelles. Il y a simplement, comme vous avez dit, un moment pour tout. Et je crois que ça peut être un élément favorable. Et ça va aboutir à quoi éventuellement dans une situation parfaite, là, ou à une situation idéale? Ce sera Gaza autonome, une bonne partie du territoire. J'ai envie de vous dire, vous croyez qu'il y a beaucoup de pays qui ont des situations idéales? L'Irlande et l'Angleterre, et je ne veux pas citer d'autres pays où il y a ce genre de tensions qui durent depuis tellement longtemps. Le grand problème qu'il faut, c'est qu'il n'y ait jamais de problème religieux entre les juifs et les musulmans. Et ça, c'est un problème essentiel. Parce que ces deux religions qui sont tellement proches l'une de l'autre que rien ne sépare, en fait, sinon qu'il y a des juifs, il y a des musulmans qui croient au même Dieu. Et ça, c'est très important pour moi. Bien. D'avenir optimiste. Merci beaucoup, M. Berdugo. Merci. Bonsoir.